Et donc, ce cours fait suite au cours d'il y a 2 semaines. Et il porte toujours sur l'inflammation bronchique, mais cette fois-ci sur les versants thérapeutiques. Juste avant de commencer, donc, je vous rappelle ce qu'on avait vu pour ceux et celles qui étaient là concernant la définition de l'asthme. Et donc, la dernière fois, je vous avais dit que l'asthme est une maladie inflammatoire bronchique, est une maladie qui est relativement fréquente. En fait, c'est l'une des 2 principales maladies inflammatoires qui touchent les bronches, l'autre maladie étant la bronchite chronique. Concernant l'asthme, mais aussi concernant la BPCO, mais on ne va pas tellement s'intéresser à la BPCO aujourd'hui. Concernant ces 2 maladies, il y a des groupements d'experts internationaux qui se réunissent de façon régulière pour établir des recommandations. Et pour l'asthme, le groupe qui s'intéresse à cette pathologie porte un nom qui est le GINA, le groupe international d'études sur l'asthme. Alors, le GINA, la dernière fois, je vous avais montré quelques diapositives du GINA qui étaient relativement anciennes et aujourd'hui, j'en ai profité pour aller repêcher sur Internet les toutes dernières recommandations du GINA qui datent de 2014, comme vous le voyez. Et donc, que dit-on? On dit, ces choses-là, vous les connaissez déjà. Donc, que sait-on de l'asthme? Que l'asthme est une infection chronique, fréquente et potentiellement sérieuse qui peut être contrôlée, mais pas guérie. Ça, c'est une bonne idée aussi pour le médecin que pour le malade, puisque lorsqu'une maladie peut être bien contrôlée, le malade est content et pas guéri, le médecin l'est d'autant plus, puisque le malade revient souvent. L'asthme provoque des symptômes, donc des symptômes que vous connaissez, les sifflements, qu'on appelle encore des sibilants, la toux, la dyspnée, la sensation d'oppression thoracique, et que ces symptômes-là sont variables dans le temps et en fréquence et en intensité. Donc, il y a des malades qui ont des symptômes de temps en temps, cela va, cela vient, et à chaque fois que cela revient, ça peut être plus ou moins sévère, et c'est la variabilité en fréquence et c'est la variabilité en intensité. Et le cours de la fois dernière était centré là-dessus, à savoir à quoi peut-on relier ces symptômes. Et on a vu que ces symptômes peuvent être reliés, peuvent être associés à une variation du débit expiratoire. Et cette variation du débit expiratoire est la conséquence de la bronchoconstriction, de l'épaississement de la paroi des bronches et de l'augmentation de la sécrétion de mucus. Donc pour ceux et celles qui étaient déjà là, est-ce que vous pouvez me rappeler comment peut-on appeler ces 3 termes, comment peut-on regrouper ces 3 termes en un seul? Par quel mot peut-on regrouper ces 3 termes en un seul? Savoir la bronchoconstriction, l'épaississement de la paroi et la sécrétion du mucus. C'est sémantique. C'est asthmatique, mais c'est sémantique. Non, ce n'est pas l'hyperréactivité bronchique. Pas encore. Oui. C'est l'obstruction bronchique. L'obstruction bronchique. Alors, nous sommes dans la sémantique. La bronchoconstriction, c'est le fait d'avoir des muscles qui se contractent. Bronchoconstriction. Encore bronchospasme, c'est 2 termes synonymes. D'accord? Mais vous pouvez parfaitement avoir une gêne et l'écoulement de gaz dans les bronches sans pour autant avoir de bronchoconstriction. Un morceau de cacahuète, par exemple. Ça obstrue les bronches et ça empêche l'air de passer tout autant. Et donc, au lieu d'avoir un morceau de cacahuète, parce que tout le monde ne mange pas forcément des cacahuètes, on peut très bien avoir une augmentation de la sécrétion du mucus, formant ce qu'on appelle le bouchon muqueux. Et puis, bien sûr, le fait d'avoir une paroi épaissie va réduire le diamètre interne, et en fait, c'est ce diamètre interne-là qui nous intéresse. C'est le diamètre interne qui détermine le tunnel dans lequel l'air peut passer pour aller de la bouche jusqu'aux alvéoles. Voilà, donc à ne pas confondre bronchoconstriction et obstruction bronchique, sachant que dans l'obstruction bronchique, très souvent, le facteur bronchoconstricteur est le plus important, mais ce n'est pas le seul.
Et ces symptômes peuvent être déclenchés ou aggravés par des facteurs comme les infections virales, les allergènes, le tabac, l'exercice et le stress. Alors, la deuxième question que je vous pose est que pourquoi? Eh bien, certains de ces facteurs-là, tels que les infections virales, ou bien l'exercice, ou bien simplement le stress, peuvent déclencher ces symptômes chez certaines personnes et pas chez d'autres. Et là, il faut sortir le deuxième mot-clé qui est... Comment? Voilà, le mot-clé, c'est l'hyperréactivité bronchique. Ce sont les bronches qui sont hypersensibles à un certain nombre de facteurs qui sont capables de déclencher ces réponses. Et il suffit d'y penser lorsque vous courez ou bien lorsque vous avez une grippe, eh bien, vous n'avez pas forcément les symptômes de l'asthme. Seules les personnes qui ont cette hyperréactivité bronchique vont avoir ces symptômes qui sont la traduction clinique eh bien, de ces trois phénomènes qui sont plutôt des phénomènes tissulaires ou bien organiques concernant les bronches. D'accord? Donc en fait, on a passé 2 petites heures ensemble il y a une dizaine de jours, enfin il y a 2 semaines exactement, pour relier 3 phénomènes. Premièrement, les symptômes cliniques qui définissent l'asthme, sifflement, toux, dyspnée, oppression. Deuxièmement, les phénomènes organiques qui expliquent la gêne à l'écoulement de gaz dans les bronches, c'est-à-dire ces 3 facteurs-là. Et troisièmement, le phénomène inflammatoire, l'inflammation. Et ces 3 phénomènes-là vont avoir comme plateforme commun ce phénomène qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique. D'accord? Est-ce que pour ceux et celles qui ne sont pas là, est-ce que c'est clair? Ce n'est pas forcément clair pour tout le monde. Hein? Vous reliez ça avec les symptômes cliniques, c'est évident, puisqu'il y a moins d'air qui peuvent s'écouler dans les bronches, eh bien vous avez une sensation de dyspnée, des sifflements, c'est simplement le fait d'avoir les bronches qui sont rétrécies et l'air qui passe, ça entraîne un sifflement. La toux, c'est simplement un phénomène d'irritation, etc., etc. Donc c'est facile de relier la physiologie, ceci j'appelle la physiologie, à la clinique, là-haut. Maintenant, la biologie, c'est l'inflammation. Comment le relier au reste? Eh bien, tout simplement parce que lorsque vous avez un phénomène inflammatoire, vous allez avoir sécrétion d'un certain nombre de facteurs qu'on appelle les facteurs inflammatoires, lesquels vont rendre les bronches beaucoup plus susceptibles vis-à-vis de ces facteurs déclenchants. Lesquels facteurs déclenchants? Chez un malade qui est susceptible, qui va développer une inflammation, eh bien, va sécréter des molécules qui sont responsables, d'un point de vue cellulaire et moléculaire, de la bronchoconstriction, de la sécrétion du mucus et de l'œdème, du phénomène œdémateux au niveau des bronches. D'accord? Hein, je vais un petit peu vite parce que c'est juste un point de révision. Alors, ça, c'est une diapositive qui date déjà depuis quelques années, qui est reprise dans plusieurs versions de Gina. Celle que je vais vous montrer maintenant est en revanche est une nouvelle diapositive qui n'est apparue qu'avec la dernière version de ces recommandations que l'on appelle Gina, hein, c'est marqué nouveau ici. Et en fait, cette diapositive ne fait que résumer ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Premièrement, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que l'asthme est une maladie hétérogène, habituellement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Et là, en fait, les gens insistent sur une diapositive relativement simple, avec seulement 2 phrases, 2 items, insistent sur cette inflammation chronique des voies aériennes, de peur que, dans le passé, que les gens, avec toute la masse d'informations qu'on vous donne, eh bien, oublient ce phénomène qui est un phénomène essentiel dans l'asthme, à savoir l'inflammation. D'accord? Et en fait, le deuxième item reprend ce qu'on a vu jusqu'à maintenant,
En fait, pour les plus perspicaces d'entre vous, vous auriez remarqué que ce que je vous montre là n'est pas la version originale, puisque la version originale est en anglais, hein, et qu'on voit bien que c'est une version non originale, parce que je viens juste de m'en apercevoir. Parce que ce n'est pas, c'est pas que ce soit en français, mais qu'il y a des fautes. Il y a plein de fautes dessus. L'asthme est défini avec un T par les présences sans S. Il va falloir que je signale à mes collègues pneumologues qui ont les professeurs de pneumologie qui sont occupés de ces traductions, de revoir un petit peu la version française. Donc en tout cas, mis à part ce point anecdotique, retenons le rôle important de l'inflammation qui est souligné ici. Alors, puisque l'asthme est une maladie inflammatoire bronchique, premièrement, puisque, deuxièmement, l'inflammation est véritablement un phénomène central, un phénomène pivot de tout ce que l'on peut, de tous les aspects de l'asthme. L'aspect clinique, sifflement, toux, dyspnée, l'aspect physiologique, bronchoconstriction, hein, et puis hyperréactivité bronchique, puisque l'inflammation, ce phénomène biologique, est au centre de la maladie asthmatique. Maintenant, la question posée est qu'en tant que médecin, en tant que pharmacologue, si vous vous intéressez à la pharmacologie, qu'allez-vous faire? Vous allez traiter l'inflammation. Ça me semble évident. Donc, ce cours-là, eh bien, va être celui concernant le traitement inflammatoire. Et comme vous le voyez ici, sur GINA, les gens disent que le traitement de fond, initial chez l'adulte et chez les adolescents qui sont des jeunes adultes, ou bien des adultes en devenir, ou bien les enfants, les grands-enfants, eh bien, sera un traitement anti-inflammatoire, à débuter le plus précocement possible, et que le traitement en question, eh bien, ça s'appelle les CSI. CSI pour corticostéroïdes inhalés. Alors, je n'ai pas de diapositive à vous montrer là-dessus, mais il y a juste une question que j'aimerais régler tout de suite avec vous concernant le traitement anti-inflammatoire. Dites-moi ce que vous savez de l'inflammation. Et dites-moi ce que vous savez, non pas de l'inflammation, parce que là on en aura pour au moins 10 heures. Dites-moi ce que vous savez des traitements anti-inflammatoires. Je prends tout ce qui vient. Si je vous dis traitement anti-inflammatoire, qu'allez-vous me dire? Vous êtes étudiant en médecine, chez vous, il y a quelqu'un qui a une inflammation, il n'y a pas de médecin, et donc on vous demande qu'est-ce que je peux prendre comme traitement anti-inflammatoire? Corticoïdes, d'accord? Et puis? Voilà, ça me suffit. D'accord? En fait, comme traitement anti-inflammatoire, il y a deux grandes familles. Il y a les corticoïdes et puis les non-corticoïdes qu'on appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, d'emblée, à juste titre, vous pouvez dire on peut proposer ces deux types de traitements dans une maladie inflammatoire telle que l'asthme, comme on aurait pu le faire dans d'autres maladies inflammatoires, comme les maladies inflammatoires rhumatologiques. En rhumato, lorsqu'on parle de traitement anti-inflammatoire, on utilise les deux classes thérapeutiques, les AINS et puis les corticoïdes. Pourquoi dans l'asthme? Eh bien, on n'utilise quasiment jamais les anti-inflammatoires non stéroïdiens, et donc ça explique la place prépondérante que prennent les corticoïdes. Saviez-vous? Non? Bon, si vous ne le savez pas, vous n'êtes pas censé le savoir. Pour plusieurs raisons. La première raison est que, en fait, je vais vous donner une raison anecdotique, secondaire, mais simplement pour vous dire qu'il existe des formes d'asthme qu'on appelle les asthmes à l'aspirine. L'aspirine, qui est l'anti-inflammatoire non stéroïdien le plus anciennement connu, eh bien, peut déclencher les crises d'asthme. Et donc, si l'aspirine peut le faire, c'est qu'il y a une raison pour cela. Et la raison est celle-là. Comme d'habitude, on n'a ni craie ni feutre. Alors, oui, il y a une craie. Eh bien, les anti
inflammatoires non stéroïdiens, et notamment l'aspirine, en fait, inhibent essentiellement une enzyme qui est la COX, d'accord, qui est la cyclooxygénase. Laquelle COX, eh bien, va donner lieu à la synthèse des prostaglandines, d'accord. Mais cette synthèse des prostaglandines qui est contrôlée par la cyclooxygénase, eh bien, elle dérive des phospholipides membranaires, lesquels phospholipides membranaires, lesquels vont être dégradés par ce qu'on appelle des phospholipases. Les phospholipides membranaires ont, grosso modo, deux voies. Il y a la voie de la cyclooxygénase, qui donne des prostaglandines, et puis il y a une deuxième voie, oui, thromboxane, mais plus important que thromboxane. En fait, thromboxane, c'est plutôt dans cette voie-là. Absolument, la voie des leucotriènes. La voie des leucotriènes qui est contrôlée par une autre famille d'enzymes qu'on appelle des lipooxygénases. D'accord? Alors, parmi les prostaglandines, vous savez que la famille des prostaglandines est une famille nombreuse, avec des prostaglandines qui peuvent avoir soit des effets bronchoconstricteurs, auquel cas le fait de les inhiber, c'est bien, soit des effets bronchodilatateurs, auquel cas il vaut mieux ne pas les toucher. En revanche, les leucotriènes, eh bien, sont tous des molécules qui constrictent le muscle lisse, qu'ils soient vasculaires, bronchiques ou bien intestinales. Bien. Maintenant, si vous inhibez la voie de la cyclooxygénase, si vous inhibez cette voie-là, d'accord? Si vous n'inhibez pas la phospholipase membranaire, eh bien, les phospholipides membranaires vont être déviés vers la voie des leucotriènes. D'accord? Sachant que les leucotriènes sont des molécules qui favorisent la contraction du muscle, eh bien, le fait de dévier vers la voie des leucotriènes constitue un facteur de risque et peut aggraver une crise d'asthme, peut aggraver un asthme sous-jacent. Et je termine concernant cette voie des phospholipides membranaires. À côté des corticoïdes et puis d'autres médicaments, eh bien, il existe un sous-groupe de médicaments que l'on peut donner dans l'asthme qui sont les antileucotriènes. Les antileucotriènes existent aujourd'hui, sont vendus en pharmacie et peuvent être proposés dans certains cas d'asthme. C'est vous dire l'importance de la voie des leucotriènes dans la physiopathologie de l'asthme. Les antileucotriènes. Mais en tout cas, retenez simplement pour répondre à cette question, si jamais on vous la pose, pourquoi n'utilise-t-on pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens dans le traitement de l'inflammation dans l'asthme? Tout simplement parce que ces anti-inflammatoires non stéroïdiens inhibent la cyclooxygénase et de ce fait, eh bien, risquent de dévier la voie des phospholipides membranaires vers la voie des leucotriènes. Voilà. Donc ça, c'est une raison qui est importante et qui fait que on n'utilise pas les anti-inflammatoires non stéroïdiens parce que non seulement ça peut ne pas être efficace, et en plus ça peut être dangereux chez certaines personnes. Mais la deuxième raison est que, et comme on le verra, et on va consacrer le cours d'aujourd'hui à cela, est que les corticoïdes sont véritablement les molécules à utiliser pour traiter l'inflammation dans l'asthme, pour les effets biologiques que ces molécules ont, et que l'on va voir dans le détail. Donc, corticoïdes, corticostéroïdes inhalés, qu'on appellera désormais des CSI pour aller vite, sont proposés. Et là, vous voyez que c'est proposé véritablement relativement tôt et dans à toutes les étapes, dans tous les stades de l'asthme. Alors, ce cours n'est pas un cours sur l'asthme, ni sur le traitement. C'est un cours sur l'inflammation et le rôle et l'utilisation, la base physiologique du traitement par corticostéroïdes inhalés dans l'asthme. Mais simplement pour vous dire que toujours GINA, Global Initiative for Asthma, eh bien, vous voyez que les experts ont divisé la maladie asthmatique en plusieurs
niveaux de gravité, en 5 niveaux en fait, step 1, niveau 1 jusqu'au niveau 5, et que chacun de ces niveaux-là, il y a une stratégie thérapeutique. Donc, pour l'instant, vous n'êtes pas obligé de l'apprendre. Plus tard, c'est quelque chose que vous devez connaître pour le CN ou bien pour les certificats dès la 4e année de médecine, donc dès l'année prochaine. Pour l'instant, c'est simplement pour vous montrer ce que les gens font. En tout cas, j'ai mis ces diapositives ici, tout simplement pour vous dire que si alors, les antileucotriènes apparaissent ici, la théophiline est là, vous avez les bêta-2 agonistes à longue durée d'action ici, vous avez même les anti-IgE. Donc, ce sont les différentes classes de thérapeutiques que l'on peut proposer dans l'asthme. Eh bien, que remarque-t-on? On remarque que les corticoïdes inhalés apparaissent quasiment à toutes les étapes. Vous les avez ici, au niveau 2, vous avez ici au niveau 3, 4. Et en fait, le niveau 5, c'est lorsque les corticoïdes inhalés ne marchent plus et que l'asthme est tellement grave que là, il faut peut-être envisager d'autres médicaments tels que les anti-IgE. Mais au niveau 5, les corticoïdes sont toujours présents puisqu'on les retrouve ici sous forme de CO, voulant dire corticoïdes oraux. Donc on a les corticoïdes quasiment à tous les étages. Du premier niveau, avec le CSI en point d'interrogation, jusqu'au 5e niveau, qui est le niveau le plus grave. Donc, asthme égale maladie inflammatoire chronique des bronches. Et donc, de ce fait, traiter l'inflammation est important. Comme traitement anti-inflammatoire, eh bien, on privilégie les corticoïdes. Un deuxième point qui n'est pas repris dans les diapos, mais qui est important, à savoir pour vous maintenant et plus tard, hein, jusqu'à votre retraite, c'est que pourquoi les corticoïdes inhalés et non pas oraux, et quelle est la différence entre les deux? Mais plus précisément? D'accord, une voie locale plutôt qu'une voie systémique. Pourquoi? Parce que quand on est sur des asthmes qui sont pas des asthmes persistants ou chroniques, ça ne sert à rien de passer par voie orale. Au contraire, c'est intéressant de passer directement par voie bronchique pour traiter la cause locale. Par contre, sur un asthme qui est tellement handicapant qu'il est quasiment des asthmes permanents toute la journée, là on est obligé de taper plus fort sur la touche systémique. Oui, mais la raison essentielle n'a pas été dite par vous. Comment? Délai d'action? Non, pas tellement. En fait, les corticoïdes, lorsqu'on est étudiant, on apprend la biologie. Et lorsqu'on est interne, eh bien, on est obnubilé par les effets secondaires. Les effets secondaires, les corticoïdes peuvent avoir des effets secondaires qui peuvent être gênants et parfois graves, et parmi lesquels, et surtout si c'est une maladie chronique, donc vous devez les prendre de façon chronique, et donc le premier effet secondaire, c'est justement le fait d'inhiber la production endogène des corticoïdes. Ça, on a bien appris. D'accord ? Et donc de risquer d'entraîner une insuffisance surrénalienne iatrogène. Ça, c'est le premier effet secondaire à redouter. Et puis, il y a d'autres effets secondaires que l'on va voir tout à l'heure, mais que vous allez apprendre. Les corticoïdes, pris au long cours, risquent d'entraîner un certain nombre de maladies qui sont l'hypertension artérielle, d'accord, le diabète et l'ostéoporose. Ça, ce sont les trois choses que vous allez être rappelés sans cesse et sans cesse lorsque vous allez être externe dans les services. Tout à l'heure, on va voir les effets biologiques expliquant cela. Mais on se rappellera des effets secondaires potentiels des corticoïdes. Mais ça, ce sont des corticoïdes donnés d'une part de façon systémique et d'autre part à de très fortes doses. Parce que, ce n'est pas marqué ici, mais il faut le savoir, les corticoïdes oraux, en général, lorsqu'on les donne, vous connaissez la posologie ou pas? Non? Alors,
autant être pratique. En général, ça se donne entre 0,5 jusqu'à 2 mg kilo jour. Donc en moyenne, pour des maladies inflammatoires relativement importantes, eh bien, en moyenne, vous retenez, c'est simple, c'est 1 mg kilo jour. Donc si vous pesez 60 kg, c'est 60 mg. D'accord? En moyenne, c'est 1 mg kilo jour. Ça varie entre 0,5 jusqu'à 2. Maintenant, les corticoïdes inhalés, eh bien, c'est au maximum, en fait. Alors, je vais vous donner une fourchette aussi, puisque là, j'ai donné une fourchette pour les corticoïdes oraux. Quand il est inhalé, c'est entre 1000 à 2000 microgrammes par jour. On fait de la conversion, si on met tout ça en milligrammes, ça fait entre 1 et 2 milligrammes par jour. Et 2 mg par jour, 2000 microgrammes par jour, c'est une dose considérée comme étant une dose forte de corticoïdes inhalés. D'accord? Donc vous avez une différence de dose de 1 sur 60, 1 mg versus 60 mg. D'accord? Et en plus, tout à l'heure, on avait vu, le fait de les prendre par voie inhalée va permettre deux choses. Premièrement, d'augmenter la concentration locale de corticoïdes au niveau des bronches. Et deuxièmement, de diminuer la concentration systémique des corticoïdes. Donc avec 2000 microgrammes prises par inhalation, vous allez avoir l'essentiel qui va se déposer dans les bronches et que sur ces 2 mg-là, très peu vont faire un passage systémique pour aller agir en périphérie. D'où réduction des risques d'effets secondaires. Et c'est pour cela que l'on privilégie, à chaque fois que l'on peut, eh bien, l'utilisation des corticoïdes par voie locale, inhalée ou bien par pulvérisation si c'est une rhinite, etc., etc. Voilà, donc maintenant, si on revient à ce qui nous intéresse aujourd'hui, ceci est une diapositive générale que je vous montre ici, et ensuite j'ai oublié de le remettre à la fin, mais qu'il faut le revoir à la fin. Si on vous demande que font les corticoïdes sur les cellules inflammatoires, eh bien, vous voyez ici, les corticoïdes agissent sur quasiment toutes les cellules inflammatoires. Alors, pour ceux qui étaient là la dernière fois, est-ce que vous pouvez me commenter ces diapositives en me justifiant la disposition des cellules? Pourquoi certaines sont-elles à droite, pourquoi d'autres sont à gauche? Et ce n'est pas un choix politique. Voilà, les cellules résidentes et d'autres circulantes. Les cellules résidentes sont ici à votre droite, et les cellules circulantes sont à votre gauche. Et les cellules circulantes sont considérées comme étant des cellules inflammatoires par tout le monde. Alors, vous avez les polynucléaires éosinophiles, les lymphocytes, notamment les lymphocytes T, les mastocytes, les macrophages et les cellules dendritiques. Ce sont des cellules inflammatoires circulantes. Et puis certaines vont venir agir localement. Mais en tout cas, ce sont des cellules dérivées des éléments sanguins. Et puis, à votre droite, vous avez des cellules résidentes, lesquelles les cellules résidentes sont, d'une part, la cible des molécules inflammatoires sécrétées par les cellules circulantes. Cytokines, monoxyde d'azote, ou essentiellement cytokines et monoxyde d'azote. Eh bien, donc ces cellules résidentes sont non seulement la cible de ces molécules pro-inflammatoires, mais elles peuvent à leur tour synthétiser et sécréter des molécules inflammatoires. Elles participent à l'inflammation. D'accord ? Et c'est pour cela que les corticoïdes, ici, en ciblant toutes ces cellules-là, eh bien, et en inhibant la synthèse des molécules inflammatoires, eh bien, participent à l'effet anti-inflammatoire recherché. Alors, rappelez-vous encore des effets métaboliques des hormones corticoïdes.
lorsque vous aviez appris ça en physio endocrinienne l'année dernière. Allez-y. Je sens un enthousiasme débordant. Augmentation de la glycogénolyse, d'accord? Augmentation de la protéolyse, d'accord? C'est juste ce que vous dites. Quoi d'autre? Comment? Ça diminue l'immunité, d'accord? C'est également juste. Et donc ça rentre dans le troisième cadre, ici, l'immunité. Donc en fait, vous voyez, il y a 3 chapitres sur le métabolisme, glucidique, protidique et lipidique, l'effet sur l'inflammation et l'effet sur l'immunité. Donc ça a un effet inhibiteur de l'immunité. C'est un effet anti-inflammatoire, bien sûr. Alors, je vais rafraîchir votre mémoire. Bon, d'abord, le cortisol hein, est une hormone de stress, est augmenté en cas de stress. Et le stress n'est pas qu'un stress psychologique, ça peut être un stress physiologique comme l'exercice, pathologique lors des hémorragies, et donc là vous allez avoir une augmentation de la sécrétion de cortisol, physique lors des températures extrêmes, ou bien chimique lors de l'hypoxie. Et bien tout cela entraîne une augmentation de la sécrétion du cortisol, donc une augmentation de la cortisolémie en réponse à ces réactions de stress. L'explication physiologique, là je vais aller vite. Pour rappel, eh bien, le cortisol est sécrété par la cortico-surrénale, le cortex surrénalien. Et pour mémoire, eh bien, la médullosurrénale sécrète l'adrénaline. Et en fait, on considère que ces 2 hormones, l'adrénaline en premier lieu, mais aussi le cortisol, sont des hormones de stress. Toutes 2 sont sécrétées par la surrénale. Pas par les mêmes cellules et pas par le même tissu, mais toutes 2 sont sécrétées par la surrénale. L'adrénaline est sécrétée, comme vous le savez, suite à la stimulation du système nerveux autonome sympathique et qui agit sur la médullosurrénale, alors que le cortisol, lui, sera sécrété suite à l'activation d'une hormone hypophysaire qui est l'ACTH. De quel ACTH? Cette hormone hypophysaire sera sécrétée suite à l'effet d'une hormone hypothalamique qui est la CRH et qui va venir stimuler la synthèse et la sécrétion de l'ACTH par l'antihypophyse. La CRH, comme vous le savez, est une hormone hypothalamique, donc synthétisée, sécrétée par des neurones de l'hypothalamus. Donc ici, nous sommes dans le système nerveux central. Lesquels neurones de l'hypothalamus subissent des influences, notamment du stress, agissant sur les nerfs adrénergiques, donc entraînant une sécrétion de CRH et donc le déclenchement, l'activation de ce qu'on appelle la voie corticotrope, qui constitue CRH pour l'hypothalamus, l'ACTH pour l'hypophyse et le cortisol pour la glande surrénalienne. Et enfin, la morphine eh bien, inhibe la sécrétion de CRH par les neurones hypothalamiques. Très rapidement, ceci n'est pas un cours de physiologie endocrinienne, mais je vous rappelle que en fait, l'ACTH est une hormone peptidique et l'ACTH est synthétisée à partir de ce qu'on appelle d'une prohormone, qu'on appelle la POMC, laquelle POMC est l'abréviation de la pro-opio-mélanocortine. Et donc, c'est représenté là-dessus. La pro-opio-mélanocortine va ensuite donner lieu à la synthèse, en fait, par scission de la protéine de l'ACTH, mais aussi de la bêta-endorphine. Donc il y a une cosynthèse de l'ACTH et de la bêta-endorphine, et c'est pour cela que la bêta-endorphine, en venant inhiber le CRH,
participe à un feedback négatif et arrête la sécrétion de la CTH. Ce n'est pas la CTH, mais c'est la bêta-endorphine, ici. D'accord? Et c'est pour cela aussi que la morphine inhibe, bien sûr, parce que la morphine, c'est l'endorphine exogène, si l'on veut dire, mais c'est pour cela aussi que lorsque vous faites de l'exercice de façon régulière, votre corps, en synthétisant de la CTH, synthétise aussi de la bêta-endorphine et donc entraîne un état d'habituation. Et si jamais vous arrêtez, eh bien, vous ressentez cet état de manque parce que eh bien, vous n'avez plus de sécrétion le jour où vous ne faites plus de l'exercice de bêta-endorphine. Et qui vous donne aussi cette sensation de bien-être lorsque vous faites eh bien, un sport plutôt d'exercice de fond, plutôt que des exercices violents. Donc la course à pied, la course de demi-fond, la natation. Alors, le cortisol est ici. Le cortisol est ici, ça fait partie des hormones stéroïdiennes. Ces hormones stéroïdiennes sont appelées ainsi parce qu'elles dérivent du cholestérol. Et parmi les hormones stéroïdiennes, vous le savez comme moi, on a d'autres types d'hormones, les minéralocorticoïdes, l'aldostérone, et bien les hormones stéroïdiennes sexuelles, testostérone, oestradiol, progestérone, et aussi la vitamine D qui est le cholécalciférol. Donc ça, tout le monde le sait. Mais puisque vous êtes ici, et puisque vous n'êtes pas nombreux, et puisque vous faites l'effort de venir à ce cours alors qu'il fait beau dehors, savez-vous comment on les avait découverts, ces hormones-là? Comment? L'histoire est intéressante et elle mérite d'être connue. En fait, toute la physiologie et la biochimie, à l'époque, tout ça va ensemble, hein, la physio, la biochimie, c'est occupé dans un grand chapitre qu'on appelle la biologie. Eh bien, toute la biologie des hormones stéroïdiennes eh bien, a été faite en l'espace de 2 ou 3 années, et c'était dans les années 40 du siècle dernier. Alors l'histoire est celle-ci, c'est que, à l'époque, dans les années 40, qu'est-ce qu'il y avait dans l'histoire mondiale? La guerre, la Deuxième Guerre mondiale. La Deuxième Guerre mondiale, et les pilotes allemands, donc du Troisième Reich, juste avant de monter dans leurs avions, prenaient des extraits surrénaliens. Le matin au petit-déj, pour être en forme et pour monter dans l'avion et pour partir, alors quand bien même là-bas, en bas, il y a des canons anti-aériens, des Alliés, des Britanniques, etc., etc. Ils partaient comme un seul homme. Et le contre-espionnage américain avait appris cela. Et voyant l'effet que cela fait, eh bien, le gouvernement américain disait, dans les extraits surrénaliens, il devait y avoir quelque chose. Et donc ils ont mis les meilleurs chercheurs des États-Unis, leur donner les moyens en termes de financement, de laboratoires, etc., pour étudier la composition des extraits surrénaliens. Et donc du coup, en 2 ou 3 ans, ils ont tout découvert. Tout découvert, l'effet des hormones cortisol, de l'aldostérone, etc., comment ça marche, quelle est leur structure biochimique, etc., etc. Donc, dès les années 50, eh bien, les étudiants en médecine dans le monde occidental eh bien, connaissaient à peu près tout. Alors ça, c'était la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'était qu'ils connaissaient ce que ça faisait de façon grossière sur l'organisme. Ils ne connaissaient pas encore les mécanismes cellulaires. Tout ce qu'ils savaient, c'est la formule biochimique. Imaginez que vous soyez en première année en 1950, lorsque vous faites la biologie des hormones stéroïdes, c'est ça que vous devez apprendre. Formule biochimique, d'accord? Et puis ensuite, les effets cellulaires, comme on ne savait pas trop, on s'arrêtait là. Sinon, que de savoir que le cortisol, eh bien, ça entraîne le diabète, l'augmentation du glucose, etc., etc. Donc, aujourd'hui, nous allons reprendre de ce que l'on sait concernant les effets cellulaires, donc le cortisol. Première chose que cela fait, donc ça n'a pas été dit, c'est ça qu'il faut retenir, c'est la néoglucogénèse.
c'est une hormone hyperglycémiante. Ça fait du sucre. Ça fait du sucre, mais ça fait du sucre d'une façon particulière dans la mesure où ça va faire du sucre à partir des acides aminés. Néoglucogénèse. Premier effet. Deuxième effet, c'est que ce sucre-là, il reste dans le sang. Il ne peut pas rentrer dans les cellules. Donc ça inhibe les transporteurs de glucose, ce qui explique l'hyperglycémie. D'accord? Le glucose ne peut pas rentrer dans les cellules, ce qui explique l'hyperglycémie. Alors, cela est vrai pour toutes les cellules, sauf heureusement pour les cellules cérébrales, où le sucre peut rentrer dans les neurones. Mais les cellules périphériques, ce n'est pas possible. Troisième effet, c'est que, eh bien, ces acides aminés, d'où est-ce que le cortisol va le prendre? Dans les protéines. Où est-ce qu'il y en a le plus? Dans les muscles. Et donc, du coup, eh bien, ça va favoriser la protéolyse. D'où la fonte musculaire que vous allez observer chez les malades qui sont sous corticothérapie orale au long cours. Atrophie musculaire. Et ce qui explique la faiblesse musculaire que l'on peut voir en clinique. Vous avez fait la sémiologie déjà. Comment explore-t-on très simplement une faiblesse musculaire? Comment? Le testing musculaire. Oui, mais si vous n'avez... Oui, le testing, d'accord, mais plus simplement. Le testing, juste, oui, ou bien l'épreuve du tabouret, donc demander à quelqu'un de... Donc ça explore la force musculaire, notamment des membres inférieurs. Au niveau du tissu adipeux, eh bien, ça favorise aussi la lipolyse, qui va donner des acides gras. Donc, en résumé, sur le métabolisme glycidique, c'est la néoglucogénèse. Sur le métabolisme protidique, c'est la protéolyse. Et sur le métabolisme lipidique, c'est la lipolyse. Ceci est ce qu'on voit en physiologie. En physiopathologie, c'est-à-dire lorsqu'il y a un excès de cortisol, soit parce que vous avez une maladie de Cushing, soit parce que vous êtes sous corticothérapie orale au long cours, et à de fortes doses, eh bien, on va retrouver les mêmes choses, mais en beaucoup plus exagéré, avec une hyperglycémie, donc un diabète. Ce diabète-là, cette hyperglycémie va déclencher la sécrétion réactionnelle d'insuline, qui va essayer de faire rentrer cet excès de sucre, mais on sait que le sucre-là ne peut pas rentrer dans les cellules puisque le cortisol inhibe les transporteurs de glucose. Et donc, ce glucose-là va rester dans le sang, mais en plus, l'insuline qui sera sécrétée va favoriser ce phénomène qu'on appelle la redistribution graisseuse. Ça va prendre de l'acide gras, libéré par les lipolyses, et cela va redistribuer ailleurs. Yes. Le Buffalo-Neck. Le Buffalo-Neck, c'est simplement l'accumulation de graisse sur la partie supérieure et postérieure du thorax, donc donnant cet aspect de cou de bison, Buffalo-Neck, comme l'on dit, et qui est dû à une redistribution graisseuse. La protéolyse va entraîner une atrophie musculaire, mais les protéines sont certes dans les muscles, mais pas uniquement. Les protéines sont aussi dans les os. Et donc ceci entraîne l'ostéoporose. D'accord? Voilà, donc vous avez ici les trois signes essentiels dans une hypercortisolémie, qu'elle soit
dues à une maladie ou bien à un traitement, le diabète, l'hyperglycémie, la redistribution graisseuse, l'atrophie et l'ostéoporose. Enfin, il y a un quatrième signe qui n'est pas mentionné ici, c'est que les glucocorticoïdes ont aussi un faible effet minéralocorticoïde. Et donc ça agit comme l'aldostérone, ça favorise la réabsorption de sodium, et donc ça favorise l'hypertension artérielle. Donc ça fait quand même beaucoup pour un traitement aussi efficace qu'il soit, avec ces maladies telles que le diabète, l'hypertension artérielle et l'ostéoporose. Et ça, c'est ce que j'appellerais des effets secondaires qui viennent en première ligne. Ensuite, le diabète, comme vous le savez, entraîne d'autres maladies, telles que l'hypertension qu'elle peut aggraver avec l'augmentation du sel, mais aussi ce qu'on appelle toutes les microangiopathies, l'insuffisance rénale, d'accord, les problèmes oculaires dus au diabète. Donc après, il y a d'autres maladies qui vont venir. Donc ça fait effectivement beaucoup, d'où la nécessité d'utiliser des corticoïdes à de faibles doses. Alors maintenant, je vais parler de l'inflammation. Donc les effets métaboliques, désormais vous le savez, ce n'est pas très difficile, vous revoyez les deux diapositives. L'inflammation, en général, avant de parler des corticoïdes, passe toujours par une séquence qui est simple, qui est d'abord un stimulus apporté par l'extérieur, lequel stimulus est la plupart du temps sous forme d'une molécule pro-inflammatoire, mais ça peut aussi être un virus, ça peut aussi être un radical libre dérivé d'oxygène. Ces différents types de stimulus vont stimuler, c'est leur rôle, un facteur de transcription qu'on appelle le NF-κB, lequel facteur de transcription va jouer son rôle, c'est-à-dire qu'il va aller dans le noyau pour y induire la transcription de gènes. Et ces gènes contrôlés par NF-κB sont forcément des protéines inflammatoires et qui vont participer à la réaction inflammatoire. Alors, les gènes qui sont contrôlés par NF-κB sont listés ici. Vous avez des cytokines, des enzymes, des molécules d'adhésion, des chémokines et des récepteurs. Toutes ces molécules-là sont forcément des protéines. Ici, parmi les stimulus qui peuvent activer NF-κB, vous avez des cytokines pro-inflammatoires, dont le TNF-alpha et l'interleukine 1-bêta. Lequel TNF-alpha et l'interleukine 1-bêta ont leur synthèse qui dépendent de NF-κB. On appelle ça une boucle d'amplification. Donc c'est pas bon ça, parce que vous avez des molécules inflammatoires et en fait, ça explique aussi la persistance de l'inflammation. Si on n'arrive pas à rompre ce cercle, qui est en fait un cercle vicieux, si on n'arrive pas à rompre ce cercle vicieux, l'inflammation va perdurer, va s'amplifier par ce simple mécanisme-là. Donc ça, c'est à retenir. Donc des gènes qui sont régulés par NF-κB, vous avez des cytokines pro-inflammatoires, TNF-alpha, IL1, IL2 et IL8, les enzymes de l'inflammation, la NO-synthase inductible, la cyclooxygénase de type 2, la 5-lipoxygénase, celle qui contrôle la synthèse des leucotriènes, la phospholipase A2, celle qui au début va dégrader les lipides, va transformer les phospholipides membranaires en prostaglandines et en leucotriènes, les molécules d'adhérence,
Et là, bon, c'est une diapositive qui nous rappelle ce que font les molécules d'adhérence. Je pense que vous les connaissez. Simplement des molécules qui sont exprimées à la surface membranaire et qui permettent eh bien, la leucodiapédèse. En tout cas, si on reprend la liste, vous avez toutes ces familles de molécules qui interviennent d'une façon ou d'une autre dans la réaction inflammatoire. Ce sont des diapos anciennes, mais je ne suis pas sûr si vous les connaissez. Vous les connaissez peut-être, même certainement pour certains d'entre vous, ceux qui ont fait beaucoup de biochimie ou bien de biocell. NF-κB, comment ça marche? Qu'est-ce qui a déjà vu ça? C'est? Oui? Oui, d'accord. Il n'y a pas de récepteur, mais ça transloque dans le noyau. Oui? Après, ça active. Oui, ça active des gènes, ça on va le voir. Ok. Donc c'est juste pour tester votre niveau de connaissance, pour savoir jusqu'où je vais aller dans le détail sans donner l'impression de répéter des choses qui sont hyper connues déjà par vous. Donc c'est pour ça que j'explore un petit peu vos connaissances. Quoi d'autre? Oui, classique. D'accord, ok. Ça c'est classique. Ok. Rien d'autre? Ok, donc je vais pouvoir vous le faire tranquillement. Donc NF-κB, c'est un facteur de transcription. Un facteur de transcription, c'est simplement, en fait, avant de rentrer dans le détail, un facteur de transcription, c'est toujours une protéine, d'accord? Une protéine cytosolique, cytoplasmique, dont le rôle est de faire le lien entre l'activation du récepteur membranaire par un stimulus extérieur qui est la protéine pro-inflammatoire, donc de faire le lien entre l'activation de ce récepteur avec le gène, l'ADN dans le noyau. Donc il va faire l'aller-retour entre la membrane et le noyau. Donc c'est une protéine cytosolique capable de capter le signal envoyé par la stimulation inflammatoire et d'aller dans le noyau, renseigner le noyau, disant bah, écoute, on vient de taper à ta porte, disant que maintenant il va falloir que tu répondes en synthétisant des molécules pro-inflammatoires. NF-κB, en fait, est un hétérodimère. Il est constitué de deux sous-unités qu'on appelle P50 et P65. Ce sont leurs poids moléculaires, 50 kDa et 65 kDa, P pour peptide. Et ces deux sous-unités, cet hétérodimère, ces deux unités sont indissociables. Ils sont toujours ensemble. P50 ne quitte jamais P65 et pareillement, même si P65 veut quitter P50, ce ne sera pas possible. On reste ensemble. Ils vont dans le noyau. Et dans le noyau, ils vont aller se mettre sur ce qu'on appelle des parties de l'ADN, qu'on appelle des éléments de réponse. Et à partir de cela, ils vont déclencher la transcription de gènes. Maintenant, s'agissant des molécules comme cela, des peptides comme cela, la question posée est qu'est-ce qui contrôle leur localisation? On est d'accord. Sachant que lorsqu'un NF-κB est dans le cytosol, il n'y a pas de réponse inflammatoire. Lorsqu'il va dans le noyau, il y a forcément une réponse inflammatoire. Et donc, la question est qu'il faut avoir un mécanisme qui déclenche la translocation nucléaire lorsqu'il y a nécessité d'une réponse, d'accord? Et qui surtout ne fait rien du tout lorsqu'il n'y a pas de nécessité de réponse. On peut très bien imaginer des maladies auto-immunes qui activent spontanément un NF-κB, qui rentrent dans le noyau, qui déclenchent la réaction inflammatoire alors qu'il n'y a pas lieu. Vous voyez? Donc, ce qui est important, c'est le mécanisme qui dit à un NF-κB d'aller là où il faut. Rester dans le cytosol lorsque tout est calme, aller dans le noyau lorsqu'il y a nécessité d'une réaction inflammatoire. Alors, c'est la phosphorylation, mais avant cela, c'est que la raison pour laquelle NF-κB reste dans le cytosol,
Lorsqu'il n'y a rien du tout, c'est parce qu'il y a un troisième partenaire qui est représenté ici par cette protéine qu'on appelle IKB. Et IKB est essentiel. C'est l'empêcheur de transloquer dans le noyau. Et tant que IKB est là, NF-κB avec IKB sera trop gros d'un point de vue moléculaire pour passer les pores nucléaires. D'accord? Alors maintenant que vous avez retenu cela, eh bien, vous pouvez anticiper la suite. Si vous voulez déclencher une réaction inflammatoire, qu'allez-vous faire? Ça c'est la réponse savante. Simple, vous enlevez IKB. De quelle façon que ce soit. Vous enlevez IKB, toi tu gênes, tu dégages. D'accord? Alors, c'est ça, et donc ainsi vous allez libérer NF-κB de l'emprise d'IKB. Et donc pendant longtemps, eh bien, on a pensé que enlever IKB, c'est simplement le prendre et puis le jeter, le séparer de NF-κB. Mais en réalité, la meilleure façon d'enlever IKB, c'est de le faire disparaître. Alors, on passe par la méthode radicale. Hein. Donc on ne veut plus que cela, hop, on le fait disparaître. Et pour le faire disparaître, il y a un mécanisme que vous connaissez très certainement, que sont les protéasomes. Ça vous dit quelque chose? Et les protéasomes, ici c'est une forme de Pacman, mais ne dégradent IKB que si et seulement si IKB est phosphorylé. Alors, j'ai l'habitude de dire que dans d'autres cycles, et notamment en première année en Corse, lorsque j'enseigne ça, pour éveiller l'esprit des étudiants, que la phosphorylation rend IKB appétissant pour les protéasomes. Et oui. Donc ils viennent, ils mangent, ils dégradent, et donc il n'y a plus d'IKB, NF-κB sera maintenant libre, donc on va pouvoir rentrer dans le noyau, déclencher la transcription de gènes, etc., etc. Et on termine avec la dernière étape. Non, juste avant. Qu'est-ce qui déclenche la phosphorylation? C'est la cascade du signal extérieur. C'est ça. C'est le signal extérieur qui va stimuler. Alors, au début, on a pensé Picasset, mais maintenant, en fait, il y a plusieurs voies. Plusieurs voies sont possibles pour phosphoryler IKB, mais que chacune de ces voies, fatalement, va aboutir à la libération des NF-κB, donc à l'activation des NF-κB. D'accord? Protéasome. Et donc là, ensuite, transcription des gènes, et puis traduction d'ARN messager en protéines. Et quelles protéines sont des protéines inflammatoires, et ça détermine la réponse inflammatoire. Voilà, donc fait plus simplement, c'est ça. Vous avez IKB, P50, P65, qui constituent en soi NF-κB. Là, vous avez toute une famille qu'on appelle des IKB kinases, des kinases qui phosphorylent IKB. Et cette phosphorylation va entraîner la dégradation par protéolyse, par les protéasomes. Alors, cette diapositive simplement reprend ce qu'on avait vu tout à l'heure, les familles de gènes qui sont contrôlés par NF-κB, les cytokines, les enzymes, les molécules d'adhésion. Et puis là-haut, eh bien, ça nous remontre les différents facteurs qui peuvent stimuler NF-κB, les cytokines pro-inflammatoires, la protéine kinase C, les virus, les oxydants, des radicaux libres dérivés d'oxygène. Alors, vous auriez remarqué qu'ici, on retrouve interleukine 8 et là, interleukine 1 bêta et là-haut, interleukine 1 bêta, entraînant ce qu'on appelle la boucle d'amplification. Juste avant de voir le rôle des glucocorticoïdes et pourquoi les glucocorticoïdes sont-ils des anti-inflammatoires, quelques petites remarques. Bon, le fait de dire que les infections virales entraînent l'inflammation, ça ne vous étonne pas.
Le fait de dire que la pollution, et notamment avec les radicaux libres dérivés d'oxygène, ça entraîne une inflammation, ça ne vous étonne pas. L'activation de la protéine kinase C, on la voit essentiellement dans quel type de pathologie? Le savez-vous? De la PKC, le troisième groupe. Donc, premier groupe, c'est maladie inflammatoire. Troisième groupe, maladie virale. Quatrième groupe, maladie due à un stress oxydatif. Et le deuxième groupe, la PKC activation. C'est? Oui? Non. Oui, mais ce n'est pas l'essentiel. En fait, l'essentiel, ce sont des maladies tumorales, des cancers. Comment? Parce qu'en fait, la PKC va ensuite activer la voie des MAP kinases, qui sont des facteurs de croissance. Non, c'est la suractivation de la PKC qui est très souvent à l'origine des tumeurs, en même temps que l'activation des tyrosine kinases. Mais retenez que dans la tumorigenèse, eh bien, il y a deux voies privilégiées, c'est la voie de la PKC et la voie des tyrosine kinases, qui finissent par activer eh bien, la transcription de gènes qui contrôlent le cycle cellulaire. Mais si je dis cela, c'est que ici, la PKC n'est pas mise dans ce cadre-là. Elle est mise dans le cadre de l'activation de NF-κB. Et NF-κB, ça donne lieu à toutes ces molécules-là qui jouent un rôle dans l'inflammation. C'est pour finalement aboutir à une constatation simple en clinique, c'est que un cancer, c'est certes une maladie proliférative, mais c'est aussi une maladie. Et que, ne soyez pas étonnés, maintenant, en fait, c'est depuis quelques années seulement qu'on cible aussi la voie des NF-κB dans les cancers. D'accord? Parce que cette voie-là est activée dans les cancers. Donc NF-κB, ce n'est pas uniquement que l'inflammation, et que l'inflammation, ce n'est pas uniquement que les maladies inflammatoires. Ça peut aussi accompagner d'autres types de maladies, notamment les maladies cancéreuses. Donc là, la prochaine diapositive eh bien, va permettre de détailler le mécanisme d'action, le mécanisme anti-inflammatoire des glucocorticoïdes. Je reprends. Ici, là-haut, j'ai la membrane cellulaire, ici, j'ai le noyau, et ici, j'ai NF-κB. Maintenant, je sais que lorsque NF-κB rentre dans le noyau, eh bien, là, c'est là où je vais avoir la réponse inflammatoire. Que NF-κB est rentré dans le noyau parce que IκB a été dégradé, protéolysé. Alors là, maintenant, je vais faire venir mes hormones, le glucocorticoïde, cortisol, qui rentre dans la cellule, comme vous le savez, qui va s'associer avec un récepteur. La première chose que cela fait, c'est que cela va remplacer IκB, qui va venir s'interposer à NF-κB pour l'empêcher de rentrer. Ce n'est pas l'effet principal. C'est le premier effet, mais ce n'est pas l'effet principal. L'effet principal est celui-là. Les glucocorticoïdes avec le récepteur sont aussi, et là j'attends le mot, sont aussi des facteurs de transcription. En fait, le récepteur des glucocorticoïdes, c'est un facteur de transcription qui sera activé par l'hormone. Donc, le complexe hormone-récepteur sont aussi des facteurs de transcription, donc ça va induire la transcription de gènes. Et parmi les gènes contrôlés par les glucocorticoïdes, Eureka, vous avez IκB, qui a disparu, protéolysé et maintenant qui réapparaît. C'est le... On bloque la réponse inflammatoire en produisant plus de IκB qu'on en dégraderait normalement. En fait. Oui, ou bien on peut très bien voir ça comme on arrête la réponse inflammatoire en faisant réapparaître l'inhibiteur naturel des NF-κB. Voilà. Et donc NF-κB ne peut plus rentrer dans le noyau, et donc il n'y a plus de réponse inflammatoire. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Alors,
Maintenant que vous avez compris tout cela, que vous avez retenu les effets métaboliques du cortisol, mais surtout les conséquences physiopathologiques d'un excès de cortisol, qu'allez-vous me proposer comme traitement anti-inflammatoire du futur, qui fait aussi bien que les glucocorticoïdes, sans les effets secondaires des glucocorticoïdes, les effets secondaires métaboliques. Juste avant que vous me répondiez cela, j'ai oublié de le dire, parmi les cytokines, il y a l'interleukine 2, qui est un facteur de croissance pour les lymphocytes. Et l'interleukine 2 dépend des NF-κB. Et comme les glucocorticoïdes inhibent NF-κB, donc inhibent la production d'interleukine 2. D'où l'effet immunosuppresseur des glucocorticoïdes. À de fortes doses. Alors maintenant, je reviens à ma question. Connaissant la biologie simple de NF-κB, que peut-on proposer comme anti-inflammatoire qui marche aussi bien que les glucocorticoïdes, mais sans les effets secondaires? Un antagoniste. Oui, un antagoniste des NF-κB, mais comment vous pouvez bloquer NF-κB de rentrer, sachant que, naturellement, NF-κB est inhibé. Il ne fonctionne pas, NF-κB, lorsqu'il n'y a pas d'inflammation. Il est inhibé par IκB. Il faut qu'on trouve quelque chose qui est structurellement proche de IκB, mais qui suit de manière définitive NF-κB. Plus simplement que cela. Qu'est-ce qui fait qu'NF-κB est activé? Il faut protéger IkB. Et la meilleure façon de protéger IkB, c'est de le protéger contre les protéasomes. Et comme j'avais dit tout à l'heure, les protéasomes, en fait, en phosphorylant IkB, bon, j'ai donné comme exemple, ça le rend appétissant, mais ça, c'est parce que je regarde trop Top Chef. En fait, ça marque, la phosphorylation marque IkB. Rend IkB reconnaissable par les protéasomes. Donc maintenant, si vous inhibez la phosphorylation, IkB ne sera plus reconnaissable par les protéasomes, et donc IkB ne sera plus menacé par les protéasomes. Et donc, le traitement du futur, ce sont des inhibiteurs, des molécules responsables de la phosphorylation d'IkB, à savoir les kinases des IkB. D'accord ? Donc si vous faites ça, vous allez inhiber IkB, mais vous n'allez avoir aucun effet sur le glucide, sur le lipide, sur les protéines. Par contre, vous allez avoir IkB, ça va... Si je protège IkB et NF-κB qui n'est pas activé, j'ai quand même un problème avec le... Vous allez, effectivement, vous allez empêcher l'inhibition de... Oui, tout à fait. Mais, oui, mais de toutes les façons, oui. Il faut... Je pense qu'en fait, l'interleukine 2, bon, c'est pas mon domaine de spécialité, mais je pense que pour qu'il y ait une synthèse d'interleukine 2, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Et je pense que les glucocorticoïdes à de faibles doses, tout comme les inhibiteurs d'IkB kinase, en principe, ne devraient pas interférer sur la voie de biosynthèse d'interleukine 2. Alors, ceci est l'idée théorique, et même en pratique, eh bien, des inhibiteurs de la kinase d'IkB existent déjà, qui sont actuellement en essai clinique, et il faudra voir justement si ça n'a pas d'autres effets secondaires, type immunosuppression, etc., qui pourraient empêcher leur commercialisation un jour prochain. Alors, on est proche de la fin, hein, donc si vous êtes fatigué. Donc ici, c'est une diapositive qui reprend, qui résume ce que l'on sait concernant les effets des glucocorticoïdes. En fait, les glucocorticoïdes peuvent avoir des effets activateurs ou bien des effets inhibiteurs.
On va les prendre. Commencer par les effets activateurs. En fait, les effets activateurs des glucocorticoïdes, c'est d'induire la transcription de gènes, lesquels gènes vont contrôler la synthèse des molécules anti-inflammatoires. Et dans ce cadre-là, IKB est considéré comme étant une molécule anti-inflammatoire, parce que ça inhibe naturellement NF-κB. Vous en avez d'autres, tels que les annexines, et puis toutes ces molécules-là qui agissent sur l'inflammation. Et là, je dois vous avouer mon incompétence, parce qu'en fait, je ne sais pas très bien comment ça agit. Mais en tout cas, c'est toute une famille de protéines qui ont des effets anti-inflammatoires. Et dont la synthèse est favorisée par les glucocorticoïdes. Les glucocorticoïdes peuvent, au lieu de favoriser des molécules anti-inflammatoires, peuvent inhiber directement l'inflammation. D'accord? En inhibant NF-κB. Et là, c'est la synthèse des cytokines, des chémokines, des molécules d'adhésion, des enzymes, etc., de l'inflammation qui sont inhibées par les glucocorticoïdes. Et enfin, les glucocorticoïdes, et là on revient aux effets métaboliques de tout à l'heure, inhibent aussi la transcription de gènes contrôlant un certain nombre de protéines, dont certaines sont des hormones, le POMC, et donc moins de synthèse de corticoïdes, puisque le POMC, c'est la CTH. L'ostéocalcine, donc moins d'ostéoporose. La kératine, on n'en avait pas parlé, mais effectivement, comme effet secondaire de la corticothérapie, c'est une peau qui devient plus mince. Vous avez des problèmes de peau avec la corticothérapie. Et la CRF, qui est en fait, c'est la CRH, c'est l'hormone hypothalamique qui va contrôler la libération de la CTH. Je termine avec l'histoire des nucléosomes. Alors là, c'est pareil. Donc ça, c'est un tableau qui reprend les molécules qui sont sous contrôle des corticoïdes. Alors, ici, vous êtes familier avec cette structure d'ADN, avec les histones, avec la double hélice, etc. Donc, c'est simplement pour dire ceci. C'est que parlez-moi des histones. À compacter l'ADN. Oui, d'accord. Elles sont donc, ce sont des protéines, elles sont au nombre de combien, vous savez? Facile. 4 paires, oui. 4 paires 8, donc vous les avez ici, hein. Les 4 paires d'histones, les histones octamères. Parlez-moi dans ce cas-là de l'acétylation des histones. Yes. Le switch entre la forme ouverte et la forme compactée. Voilà, l'acétylation, en fait l'acétylation se fait essentiellement sur un acide aminé qui est marqué là-dessus, c'est la lysine. La lysine, en fait, comme vous le voyez, hein, donc la lettre correspondant à la lysine, c'est la lettre K. Elle est relativement abondante dans la séquence d'acides aminés des histones. Et cette lysine-là, je ne suis pas biochimiste, mais il faut me croire sur parole, cette lysine-là est plutôt prompte à être acétylée. Et donc à chaque fois que vous avez une acétylation de lysine, vous allez écarter par cette acétylation les protéines histones et donc à décompacter l'ADN. Très bien, donc vous savez l'essentiel. Maintenant, l'acétylation, comme toute réaction biochimique, dépend d'enzymes.
Les unes favorisent et les autres défavorisent, inhibent l'acétylation. Les enzymes qui favorisent l'acétylation portent un nom qui est facile à retenir, qui sont les histones. Oui. Histone acétyltransférase, HAT. HAT. D'accord. Et les enzymes. Alors, vous êtes trop jeune pour connaître Joe Cooker. Non, même pas. D'accord. Quelle est la chanson? Et en fait, le jour où ils ont découvert, je ne sais pas si c'est à vous que j'avais raconté ça, peut-être pas. Non. Le jour où ils avaient découvert le rôle des histones acétyltransférases, il y avait un éditorial dans Nature qui commence par ça. You can just leave your hat on. Éditorial dans Nature. Bon, il faut connaître Joe Cooker. Qui ne le connaît pas. Le bon vieux Joe. Pas le taxi, hein, Cooker. Donc, les HAT, dans ce cas-là, donc on va retenir HAT, ça acétyl l'histone, et donc ça favorise la transcription de gènes. D'accord? En revanche, à l'inverse, la déacétylation est favorisée par une autre famille d'enzymes qu'on appelle les HDAC. Il faut le retenir, HDAC, histone déacétyltransférase. Et donc, les HDAC favorisent le compactage de l'ADN et donc inhibent la transcription. Point. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, mais si, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà, donc vous les avez ici. Vous avez le compactage, donc la polymérase, les facteurs de transcription ne peuvent pas venir, et tous ceux qui font partie de la famille des HAT, des histone acétyltransférases, et notamment on a ici le CBP qu'on le reverra tout à l'heure, eh bien favorisent la transcription de gènes, alors que tout ce qui favorise les HDAC, eh bien va compacter les gènes de nouveau et donc va inhiber la transcription de gènes. Et voilà comment ça marche. NF-kappa-B, en fait, entre autres, va venir activer la CBP. Laquelle CBP est une HAT. Et ici, vous avez le petit pointillé ici, c'est simplement le domaine catalytique de cette enzyme qui va permettre d'acétyler l'histone et donc de favoriser la transcription de gènes. Pro-inflammatoire. Mais, alors, avant de vous montrer ça, je vais vous faire réfléchir un petit peu. S'agissant d'une maladie inflammatoire, connaissant la structure des histones, eh bien, je vais venir vous voir, imaginez que vous soyez directeur et directrice d'une grande industrie pharmaceutique, et je viens vous voir et je dis, écoutez, moi j'aimerais vous proposer une molécule qui inhibe l'inflammation. D'accord? Et dans ce cas-là, je dis que je vais vous proposer une HAT. Une molécule qui active les histones acétyltransférases. Et que le cours soit, et que vous soyez un ancien étudiant ici, et que vous vous rappelez de votre cours, qui s'arrête ici. Et vous vous rappelez de ce qu'on avait dit. C'est-à-dire que les histones acétyltransférases ouvrent l'ADN, décompactent, favorisent la transcription de gènes qui sont des gènes pro-inflammatoires. Tout dépend de quelle partie de l'histone on veut. Et tout dépend donc de... Si j'ai une histone
dépend des gènes qui sont sous contrôle. D'accord? Donc en fait, vous pouvez avoir un HAT qui soit anti-inflammatoire à condition que vous favorisiez la transcription de gènes anti-inflammatoires. En revanche, lorsque vous inhibez l'HDAC, vous pouvez avoir la plupart du temps un effet anti-inflammatoire parce que HDAC va compacter la partie du code pour les gènes inflammatoires. Mais si c'est HDAC qui compacte justement ces gènes anti-inflammatoires, eh bien là, vous allez favoriser l'inflammation. Donc, c'est un exercice qu'il faut toujours avoir à l'esprit. Toujours avoir à l'esprit, et c'est pour cela que dans cette partie-là, vous voyez, les glucocorticoïdes activent aussi HAT. Et c'est comme ça que les glucocorticoïdes activent la transcription de gènes qui sont des gènes anti-inflammatoires, et on les retrouve, IKB, même les récepteurs bêta-2 adrénergiques, et puis l'annexine. D'accord? Donc ça, il faut l'avoir à l'esprit. Alors qu'à de faibles doses, eh bien, les glucocorticoïdes inhibent l'inflammation en inhibant l'HAT qui contrôle la transcription des gènes inflammatoires. Alors, on commence à les connaître. Et ce ne sont pas les mêmes. En fait, ici, en même temps que les glucocorticoïdes inhibent cet HAT à de faibles doses, surtout les glucocorticoïdes vont activer les HDAC, comme on le voit ici. D'accord? Donc, s'ils activent les HDAC, ils vont favoriser la désacétylation, donc le compactage. Oui. Oui. Oui, bien sûr. Il y a plusieurs isoformes. On est en train de les étudier et d'essayer de mieux comprendre sur quel type de séquence et pourquoi, à de fortes et à de faibles doses, les glucocorticoïdes agissent différemment. Alors ça, on l'a déjà vu, et je vais terminer avec ça. Pour expliquer pourquoi, dans certains cas, nous avons ce qu'on appelle une corticorésistance. Alors en clinique, la corticorésistance, c'est relativement simple. Ce sont des gens qui, malgré de très très fortes doses de glucocorticoïdes, eh bien, n'ont pas d'effet anti-inflammatoire. Et c'est vraiment la plaie pour les cliniciens. Ils donnent beaucoup de corticoïdes. Malgré cela, les gens continuent à avoir leur maladies inflammatoires. En fait, la corticorésistance s'observe essentiellement lorsqu'il y a un stress oxydatif. Le stress oxydatif peut être créé soit par des facteurs tels que la fumée de cigarette, donc les gens qui fument, soit dans certains cas d'asthme sévère, où il y a une production de radicaux libres et dérivés d'oxygène, et notamment de peroxynitrite. Ça, je ne sais pas si je vous l'avais dit. J'ai dû vous le dire. Sinon, c'est Madame Marchand. Lorsqu'on a fait le cours sur le NO, si, j'ai dû vous le dire. Le NO vous le connaissez. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de le connaître pour l'examen. Donc le NO a plusieurs effets, la plupart bénéfiques, mais lorsque le NO se combine avec l'anion superoxyde, d'accord, O2-, ça donne un anion qu'on appelle le peroxynitrite, qui est considéré comme étant le radical libre dérivé d'oxygène le plus toxique qui soit. Et la formule chimique de l'anion peroxynitrite que l'on voit ici, c'est
c'est ceci. O-O-N-O-. Et je me rappelle vous l'avoir dit, hein, je pense que j'ai dit que j'ai un collègue américain qui, lorsqu'il enseigne ça à ses étudiants, il dit qu'il suffit de le prononcer pour savoir que c'est une molécule dont on ne veut pas. O-No. Et si vous le dites avec l'accent américain, vous dites bah, c'est quelque chose dont vous ne voulez pas, qui n'est pas le bienvenu. Peroxynitrite, d'accord, dérivé de la combinaison du NO avec de l'anion superoxyde, laquelle anion superoxyde est l'un des radicaux libres dérivés d'oxygène les plus facilement fabriqués, puisque c'est simplement eh bien, un électron en plus ajouté à l'oxygène. Eh bien, avec ce stress oxydatif, qu'avons-nous? Nous avons une diminution de l'HDAC et donc une impossibilité de compacter l'ADN et que cet HDAC-là n'est plus sensible aux effets des glucocorticoïdes. D'accord? Donc les glucocorticoïdes ne peuvent plus activer HDAC comme elle le fait normalement à cause de l'adjonction des molécules de peroxynitrite sur l'HDAC. Et ceci explique eh bien, cette corticorésistance. En fait, l'anion peroxynitrite effectue d'un point de vue biochimique ce qu'on appelle une nitrosylation. Nitrosylation, ça greffe des molécules de NO sur les acides aminés. Et donc, du coup, eh bien, les glucocorticoïdes ne peuvent plus permettre à l'HDAC de fonctionner normalement et de déacetyler l'histone. Ça, on l'a déjà vu. Voilà, donc je pense on est arrivé à la fin du cours. Donc, en résumé, rappelez-vous, hein, donc, asthme, maladie inflammatoire. Rappelez-vous les relations entre l'inflammation, les symptômes cliniques, l'hyperréactivité bronchique qui est la manifestation physiologique de cette inflammation et qui fait le lien entre les symptômes cliniques et le phénomène biologique et l'inflammation. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Et aujourd'hui, on a vu l'inflammation, eh bien, qu'est-ce que cela sous-entend en termes de réponse moléculaire. Et on a vu le rôle des corticoïdes comme étant des molécules anti-inflammatoires avec, si on veut aller dans le détail, la place des NF-κB et la place des histones acétyltransférases et des histones déacétyltransférases. Voilà, donc on a terminé, même plus tôt que prévu, et c'est tant mieux.